Bonjour à tous. Portrait d'Alia avec un nouveau numéro de notre série au cours de laquelle donc, nous avons la chance de rencontrer des Israéliens qui ont fait leur Alia à différentes époques. Et aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem avec Yaakov Akiba Slama. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir dans votre appartement, dans le quartier Kiryat Moshe, à Jérusalem, dans cet appartement très clair, très lumineux. On voit que vous avez le look religieux, un petit peu, mais pas trop. Vous êtes une personnalité assez atypique, peut-être, dans le paysage. Est-ce que vous vous définiriez comment ? Atypique, oui. Je me définis, disons, en général, c'est les autres qui me définissent. Donc les non-orthodoxes, les non-charedim me définissent comme charedim, et les charedim me définissent comme non-charedim. Ah. Donc, mais j'aime bien me positionner par rapport aux charedim, parce que... C'est-à-dire, on va les traduire comme les orthodoxes. Les orthodoxes, donc habillés en noir et blanc en général, alors souvent le chapeau, je mets le chapeau le samedi, le Shabbat, et... donc j'aime bien me positionner par rapport aux orthodoxes parce que j'ai l'impression que c'est les seuls, ou c'est ceux qui représentent le judaïsme tel que je le vois de la meilleure manière. C'est-à-dire en fait, disons, je les vois comme une minorité qui se révolte un peu contre le système ou qui n'accepte aucun système laïque. En fait, ceux qui disent les seules lois qu'on accepte, c'est les lois de Dieu. De manière hyper simplifiée. Alors en quoi vous ne seriez pas alors orthodoxe complètement ? Parce que j'adhère pas à toutes les valeurs qui sont communément acceptées chez les orthodoxes. Quand je dis vraiment communément, parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxes au moins quelques-uns pas qui pensent comme moi, disons je pense comme eux, on va dire. Par exemple, le fait d'écouter ou d'aller voir le Rav dès qu'on a une question, avant de se marier, avant de savoir avec qui se marier, il y en a qui vont demander au Rav. Moi, disons, ça me parle pas trop. Je me sens plus rationnel que beaucoup de gens qui font partie de ce milieu. Là, aujourd'hui, par exemple, je ne pense pas à voter un parti religieux, mais j'ai voté dans le passé, en général, pour Chasse. Donc, je me sens faire partie, mais comme j'ai souvent des idées qui ne sont pas communes, qui sont atypiques, comme vous le disiez, donc souvent, on me considère comme non-religieux, non-orthodoxe. Alors, on va peut-être mieux vous connaître un peu plus en entendant votre histoire, puisqu'on s'occupe essentiellement de ce que l'Alia transforme chez les personnes. On va prendre votre situation en France, avant votre Alia, donc, qui est intervenue en 96. Vous aviez 25 ans à peu près. Ouais. Dites-nous comment vous avez passé les 25 premières années de votre vie et comment ce que vous faisiez donc, en France à ce moment-là, avant de partir en Israël. Je suis né à Aix-les-Bains en Savoie, d'une famille orthodoxe. On est resté là-bas jusqu'en 82, donc j'avais à peu près 12 ans. Il faut dire que donc il y a une yeshiva là-bas. Il y a une yeshiva là-bas, oui, à Aix-les-Bains. Mon père était rav à l'yeshiva. Et mon père a décidé à un moment de quitter un peu le système et de reprendre des études. Et il a commencé à travailler dans l'informatique. Il a refait son bac. Et à ce moment-là, on a déménagé à Paris. Et donc à Paris, mon père était un peu moins religieux, ma mère plus. Et j'ai dû assez tôt me positionner par rapport à la religion et par rapport, disons, à la situation familiale. On était tous mes frères et sœurs, on était à l'école juive. Et disons, j'ai toujours été religieux. Le rapport avec le sionisme, en fait, à Aix-les-Bains, en tant qu'orthodoxe, ils étaient assez anti-sionistes, ou contre, disons, l'État moderne sioniste. Il faut peut-être rappeler finalement pourquoi, selon quelle modalité on se trouve être religieux anti-sioniste. Oui, alors en général, c'est parce que les orthodoxes voient le sionisme comme étant une manière de laïciser le judaïsme. Ce qui est assez vrai. Le mouvement sioniste, en tout cas dans sa majorité, voulait transformer un peu le judaïsme pour que ce soit plus un judaïsme de pratique,
mais plus un mouvement national, classique, occidental. Et donc la manière de le réaliser, c'est d'avoir un pays, un État moderne de type occidental, et donc de transformer un peu le juif pour que le juif devienne équivalent du français ou de l'anglais. Faire une nation comme une autre, mais voilà. sur un mode national. Sur un mode national, et d'enlever un peu la spécificité juive que les orthodoxes voyaient, qui était le fait de pratiquer les lois juives. D'accord, donc là, revenons à votre parcours. Finalement, vous faites des études, bon, vous passez votre bac. Voilà. Alors, après, comment ça se passe? Vous faites quel genre d'études? Alors, après le bac, donc j'ai fait mon bac, j'étais à Yavne, l'école Yavne. Après le bac, j'ai commencé une classe préparatoire, d'abord à Chaptal et après à Janson de Sailly, à Paris. En fait, on était 6, au début 8, après 6 de notre classe de Yavne à faire des classes préparatoires scientifiques. Il y en avait encore 4 ou 5 qui ont fait des classes préparatoires prépa HEC. Et on a choisi à cette époque-là un lycée dans lequel il n'y avait pas cours Shabbat. Et après j'ai dû changer de lycée parce qu'il n'y avait pas cours la première année en maths sup, mais en maths spé il y avait cours Shabbat. Et j'étais là-bas en kippa et j'allais pas en cours le Shabbat. C'était un peu difficile, mais les profs étaient assez compréhensifs. Et disons, c'est la première fois que j'ai côtoyé d'aussi près, on va dire, des non-juifs de manière scolaire. Et j'ai vraiment senti... j'ai vraiment apprécié en fait les rapports que j'avais avec les gens là-bas, en prépa et même après. Donc après Janson de Sailly, je suis rentré à l'école normale supérieure. Donc à la rue d'Ulm ou... Ouais, la rue d'Ulm. Alors donc c'était en maths ou c'était... C'était en maths, oui. En maths. En maths. J'avais été aussi admis à Polytechnique, mais j'ai préféré normal sup parce que j'aimais les maths. J'aime toujours les maths. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai pas fait Maïlia à ce moment-là, parce qu'à l'école Yavne, en fait, tous les ans à l'époque, on faisait un voyage en Israël pour visiter un peu les universités israéliennes. Et le Technion m'avait bien plu, mais c'était beaucoup plus appliqué qu'en France. Ouais. J'étais aussi jeune, j'avais 16 ans en terminale, donc je pense que mes parents, je sais pas à quel point mes parents auraient accepté, mais disons j'aurais pu essayer de me battre, mais j'ai préféré faire mes études en France parce que le contenu des études me plaisait plus. Pendant toute cette période-là, donc disons de 15 à 25 ans, il y avait déjà un projet de venir s'installer ici. Et comment ce projet était-il né dans un milieu où, comme vous l'avez dit au départ, où le sionisme n'était pas une valeur alors, contrairement à ce très qu'on considérée. Les orthodoxes sont, disons, ça peut se discuter, mais disons de ce que je comprends, les orthodoxes sont antisionistes, dans le sens, sont contre l'État d'Israël tel qu'il est défini de manière laïque, mais un juif orthodoxe, ou en général, je pense que de tout temps, les juifs ont rêvé de venir habiter en Israël, au niveau individuel. Et ça, c'est vrai partout. Donc c'est plus une question de régime d'État, de structure politique, que du fait d'habiter ici. Voilà, alors l'extrême, on va dire, les plus, ceux qui se situent à l'extrême de l'arc des différentes opinions chez les orthodoxes, on va dire les Satmar ou les Neturei Karta, considèrent, en interprétant une Gemara d'une certaine manière, considèrent que c'est même problématique de venir en masse en Israël. Mais de manière individuelle, a priori, personne n'est contre, et au contraire, c'est considéré comme, disons, c'est une sorte de fantasme de tout juif pratiquant de venir en Israël. Donc ce fantasme-là, comme vous l'appelez fantasme, vous l'aviez dans cette période-là, et c'était de toute façon, à plus ou moins long terme, ce qui devait arriver, c'était clair. Mais vous avez retardé pour finir finalement une scolarité en France à l'école normale. Voilà, en fait c'était clair, oui, non, quand ça reste, disons, c'est sûr que j'étais influencé par l'ambiance parisienne, on va dire. Donc le judaïsme à Paris est différent du judaïsme orthodoxe que j'ai vécu avec Aix-les-Bains, et est beaucoup plus sioniste, donc c'est sûr que j'étais influencé par le sionisme un peu moderne. Et donc, c'était, disons, à cette époque-là, pendant mon adolescence, j'étais, on va dire, plus pro-israélien
qu'un orthodoxe normal. Alors comment se passe la décision de partir finalement? Alors je pense que la décision, en fait, de partir, je l'ai prise, j'ai dû la prendre vers 14 ans, parce que avant, en fait, j'avais fait un voyage, j'avais voyagé 2 fois avant en Israël, une fois quand j'avais 3 ou 4 ans, donc j'ai très peu de souvenirs, en fait, je me souviens juste avoir été impressionné par les devantures en hébreu, et je commençais à apprendre à lire l'hébreu, et donc j'étais déchiffriez les lettres. Voilà, déchiffrer, de voir que les magasins, sur les devantures de magasins, il y a écrit en hébreu une langue que j'arrive à comprendre et que je connais. Et c'était pas seulement dans les textes. En plus, je savais lire l'hébreu avant de savoir lire le français, donc pour moi, c'était la langue écrite, on va dire. Et par contre, quand j'avais 12 ans, on avait voyagé, et j'ai de la famille dans le sud, à Beersheva, à Ramleh, dans des villes assez pauvres, du côté de ma mère, parce que ma grand-mère a fait sa lia dans les années 70. Et j'avais une opinion assez négative, on va dire, de la vie israélienne. J'avais connu, de ce que je voyais, c'était la pauvreté, et ça donnait pas envie. Par contre, à 14 ans, j'ai participé à un concours biblique à Radio J, à l'époque, à Paris, et j'avais gagné un voyage en Israël, offert par le KKL. Ah bon. Alors c'était quoi ce concours biblique? Vous pouvez nous raconter encore un peu? C'était pas du tout un concours biblique comme il y a ici en Israël et en Matmaout. J'avais un copain en classe qui était israélien et qui s'est fait éliminer du concours tout en étant hyper bon en Tanakh, en tout ce qui est connaissance biblique, ouais. Voilà. Moi, je peux pas dire, disons, c'est pas mon domaine de prédilection. Qu'est-ce qu'on vous a demandé dans ce concours? Alors, c'était en fait la personne. Du genre, question. C'était plus facile que. C'était très facile, il suffisait de suivre. En fait, elle prenait Yeshayahu, donc Isaïe. Et la dame posait des questions en fait, en avançant de manière linéaire dans le texte. Donc, il suffisait d'apprendre quelques chapitres en avance. Et Bon, donc c'était très facile, mais enfin, vous avez gagné. J'imagine qu'il y avait quand même d'autres personnes qui aussi concouraient, qui n'ont pas gagné. Oui, mais je pense que c'est plus une question c'est plus parce que j'avais compris comment ça fonctionnait. Et vous avez gagné ce voyage en Israël à 14 ans. Et c'est là où ça a changé. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais un mois en Israël, et 3 semaines j'étais dans la famille, donc c'était classique. Et une semaine, j'étais avec un camp du KKL dans le nord. Et j'ai découvert la Galilée, et j'ai découvert en fait un climat et un environnement qui m'a beaucoup plu, et qui m'a montré qu'en Israël, il y avait autre chose que Beersheva. Donc ça, c'était finalement 2 ans après cette sensation un peu négative. Alors, est-ce que c'était la nature, le pays, les gens, ce qui s'y passait, la manière dont on y vivait? C'était quelle année d'ailleurs quand vous avez 84. 84. Ouais, alors c'était la nature de l'environnement, mais disons, j'étais, je pense, un peu plus mûr aussi pour voir d'une manière différente un peu les problèmes qu'il y avait à Beersheva, par exemple. Et de voir que ce n'était pas la seule manière de vivre en Israël. Mais j'étais encore, disons, je voyais un peu les choses de l'extérieur, c'est-à-dire j'avais du mal à accepter le fait que les Israéliens ne soient pas tous religieux. Encore à ce moment-là. Pour moi, quand je voyais à la télé quelqu'un qui ne portait pas la kippa, ça me gênait, puisque ça contredisait un peu la vision que j'avais d'Israël en tant que jeune juif qui idéalise Israël. Mais j'avais vu qu'il y avait une possibilité de s'installer en Israël et de vivre de manière qui pouvait me correspondre. Mais vous dites que la décision a été prise à ce moment-là. Vous voulez dire que vous vous êtes dit, tout jeune homme que vous étiez, j'habiterai ici. J'habiterai ici, dans les collines du Galilée. Voilà. Finalement, vous êtes sur les collines de Jérusalem. Exactement. Et ensuite, donc, concrètement, pour revenir maintenant au moment précis où la chose s'est réalisée, c'est-à-dire finalement 10 ans plus tard, vous pouvez nous raconter comment vous avez fait concrètement fait le basculement vers concrètement, je suis venu. Donc, pendant mes études en Normal Sup, j'ai essayé d'étudier de manière un peu plus intensive. J'ai toujours étudié, disons, plusieurs fois par semaine, mais pas de manière intensive comme à la yeshiva. Donc, j'ai voulu faire une pause pendant mes études
donc avant de faire ma LIA en 96 et étudier à la Yeshiva à Bnei Brak. Et donc j'ai fait une pause d'1 an et demi à peu près. Et à ce moment-là, déjà je voyais beaucoup plus les problèmes entre guillemets qu'il y a en Israël, disons les challenges qu'il y allait avoir, auxquels je devrais faire face quand je ferai ma LIA. Mais j'étais sûr encore à ce moment-là de vouloir venir en Israël. Donc j'ai préparé un peu mon dossier, entre guillemets, pour faire mon service national en coopération. Donc à l'époque, le service militaire était obligatoire en France, mais on pouvait effectuer ce qu'ils appelaient le service national, qui dépendait du ministère des Affaires étrangères, dans un pays étranger, hors de la France. Alors les postes en Israël sont très demandés, mais comme j'avais un bon dossier, donc j'ai pu avoir un bon poste ici. Et j'ai un peu poursuivi mes études ici à Givat-Ram, à l'université hébraïque de Jérusalem, donc à partir de janvier 96. Donc j'étais encore français, mais je me suis installé en Israël et je me suis marié en septembre 96. Donc j'étais déjà fiancé au moment de commencer mon service national en coopération. Mais malgré tout, vous pouvez dire que votre alia a commencé à ce moment-là, quand vous avez mis le pied. Oui, Parce qu'il n'était pas question que vous retourniez non plus en France. L'idée de retourner n'était pas non, je suis venu pour m'installer sur l'agenda. Non, mais c'était progressif. Ouais, c'était progressif, non, mais plus que ça, disons, comme je me suis marié, donc dès le départ, et que ma femme n'avait jamais habité en Israël, elle ne connaissait pas la vie en Israël, elle avait ses grands-parents qui avaient fait leur alia du Maroc, mais elle n'avait jamais vraiment vécu en Israël. Donc on avait décidé de venir s'installer en Israël et de cesser la possibilité de rentrer si ça ne nous plaisait pas. Mais a priori, on ne sait plus, et donc on est resté. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un temps d'adaptation quand même assez long, et quels étaient les principaux problèmes que vous avez pu rencontrer pour vous insérer dans ce nouveau milieu, puisque vous étiez quand même un élève non seulement, enfin vous étiez un citoyen français et en plus élève de la méritocratie française, donc vous aviez quand même beaucoup d'attributs français. Disons, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas profiter de l'aura de Normal Sup en France, donc de jamais avoir travaillé en France. Je suis parti directement après les études, donc je suis venu directement après les études, donc je suis arrivé en Israël, bien sûr les gens ne connaissent pas du tout Normal Sup. Normal, bon, voilà. Ça n'impressionne personne. Exactement. Et donc je n'ai pas senti de ce décalage que certains ressentent. Voilà, que certains ressentent. Quand on immigre, en fait, il y a toujours une grosse différence de niveau social, pas au niveau financier, mais comment les gens nous considèrent. Et disons, j'ai eu la chance de ne pas trop ressentir ce problème-là. Je le ressentais un peu, parce qu'en France, dès que je parlais de mes études, les gens me regardaient de manière un peu spéciale, tandis qu'ici, pas du tout. Mais ça ne s'est jamais traduit au niveau professionnel. Donc, mais vous n'avez pas eu le temps de vous embourgeoiser, voilà, on va dire. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je savais que ça risquait de se passer, donc j'ai voulu venir tout de suite après les études. Donc ça, c'est une première chose. Et au niveau de la langue, vous étiez déjà... Au niveau de la langue, alors je parlais, ayant étudié le Kodesh, donc la Gemara, le Tanakh, la Bible, etc., depuis jeune, j'avais au moins les bases de la langue moderne. Et en plus de ça, à l'école, j'apprenais l'hébreu moderne. Donc ça n'a pas été une difficulté. Non, ça n'a pas été très difficile. Et au niveau de la mentalité générale, la vie quotidienne, le rapport aux autres, est-ce que vous vous êtes senti bien tout de suite? Disons, je me suis préparé à l'avance aux problèmes et déjà je voyais les problèmes, en tout cas certains problèmes qu'il y a en Israël, entre autres la cristallisation des milieux, l'étiquetage, on est ou religieux ou non religieux. Si on est non religieux, en général, on est anti-religieux. On est Sfarad, Ashkenaz, de droite, de gauche. Donc je pensais en tout cas connaître assez bien ce problème-là. Toute une boîte d'étiquettes assez épaisse quand même. Voilà. Mais la kippa, la couleur de la kippa définit, et les vêtements définissent de quel milieu on fait partie. Donc j'étais assez prêt à ce niveau-là. Donc, et pareil au niveau de la mentalité, je pense que j'étais assez prêt. Par contre, disons, je me suis rendu compte en m'installant en Israël de certains problèmes
pas individuel, mais plus au niveau social, au niveau politique. Et disons, on peut dire que j'étais assez de droite ou de centre-droit en France. Et en étant en Israël, j'ai viré de plus en plus à gauche. Que ce soit au niveau social ou au niveau, aujourd'hui ils appellent ça bitroni, donc la sécurité. Qu'est-ce qui vous convenait pas alors c'était Non, la société, oui, disons, en tant que juif français, en tant que minorité en France, on ressent très fort la solidarité qu'il y a, comme dans toute minorité, je pense, entre les différents membres de cette minorité. Donc on essaye d'aider les autres, et en France, c'est très peu accepté par la communauté de voir des juifs qui crèvent de faim ou qui ont du mal à finir le mois. C'est-à-dire on essaye de s'entraider, et j'ai été très choqué par le fait, non seulement qu'il y ait des pauvres en Israël, mais qu'il y ait des gens qui veulent maintenir ces gens-là à l'état de pauvreté. C'est-à-dire que de plus en plus, en m'installant ici, en vivant ici, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune volonté de la part de l'élite financière, en tout cas, ou l'élite en général israélienne, d'essayer de réduire les écarts sociaux, contrairement à ce que j'avais ressenti en France, non seulement chez les juifs, mais chez les non-juifs aussi. Ouais, ce qui n'est pas forcément très évident. Alors, également l'impression que le système est un peu le même. C'est-à-dire que bon, c'est le libéralisme, la théorie que l'enrichissement général profite finalement à tout le monde, etc. Oui, etc. c'est vrai que les idées de base, c'est un peu le libéralisme, mais disons, il y a des choses qui bloquent un peu, qui maintiennent de manière artificielle presque les écarts sociaux. Par exemple, le fait que les études ne soient pas gratuites, le fait que il y a certains types de populations qui ont été mis dans certaines villes, et ces villes elles sont beaucoup moins développées que d'autres. Donc là, vous avez ressenti un pays qui ne correspondait pas à votre idéal, même spirituel, enfin même religieux. Oui, vous dire qu'est-ce que c'est que cette société qu'on nous fabrique ici, alors qu'on a des valeurs, nous, même pas, qui en sont fait. contraires. Même sans arriver à ce niveau-là, j'ai été choqué par le fait que ce qui me paraissait évident en France, on l'avait pas ici, et non seulement on l'avait pas, mais les gens ne comprenaient pas le besoin de ces choses-là. Les gens ne comprennent pas le besoin de faire en sorte que les études soient gratuites. Les gens ne comprennent pas le besoin de faire en sorte que les gens ne n'achètent pas leur appartement. C'est le fait, en fait, à la base, à l'origine peut-être, le fait d'acheter l'appartement, c'est une manière de s'installer en Israël et de bloquer les gens en Israël. Mais aujourd'hui, c'est devenu un moyen de maintenir les écarts sociaux, parce que des gens qui viennent de familles pauvres sont obligés de s'endetter de manière énorme pour acheter leur appartement, et donc ils restent pauvres toute leur vie. Alors ils se retrouvent avec un appartement, mais en étant pauvres. Et donc, d'ailleurs, par principe, moi, j'ai jamais voulu acheter d'appartement. Parce que je pense que c'est une mauvaise idée de s'endetter pour acheter un appartement, parce que ça c'est toujours sur le dos d'autres choses. Donc, comme aujourd'hui en plus en Israël les écoles sont payantes, en tout cas les bonnes écoles sont payantes, donc j'ai des copains qui ont acheté un appartement et qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants dans certaines écoles parce qu'elles étaient trop chères. Mais d'un autre côté, ils payaient la même somme. Alors comment vous expliquez que la société, parce qu'au départ on peut dire quand même qu'il y avait au début de l'État, une espèce d'idéalisme, en tout cas plutôt socialiste que juif, mais malgré tout quand même également porté par la solidarité et l'égalité. Comment vous expliquez que cette société soit devenue comme cela, avec malgré tout les valeurs qui sont portées par chaque individu et qui restent quand même assez fortes, de solidarité, d'aide à l'autre, etc. Je comprends. Disons, l'explication la plus plausible à mes yeux, qui peut paraître un peu choquante, c'est qu'une grosse partie de la population historiquement juive a voulu garder l'identité juive tout en arrêtant la pratique des mitzvot, ou en arrêtant la pratique, et donc ça s'est traduit dans la pratique religieuse, s'est converti en nationalisme presque raciste en fait. Et donc aujourd'hui, mais je pense que c'est devenu assez tôt, beaucoup de gens pensent qu'il y a une différence intrinsèque entre un juif et un non-juif.
et pas seulement culturelle. Et donc, dès le moment où on accepte ces différences, à ce moment-là, les mêmes différences peuvent exister aussi dans le peuple juif, entre, par exemple, les Ashkenazim et les Sfaradim, parmi les Ashkenazim, entre certains Ashkenazim d'une certaine origine et d'autres d'une autre origine, qui viennent d'un autre pays. Et donc, en fait, ça donne la possibilité d'accepter une situation et de penser qu'elle est naturelle, entre guillemets. C'est-à-dire, les écarts sociaux sont naturels. Cette personne-là est pauvre parce que elle est limitée intellectuellement, elle ne pourra jamais arriver à plus, donc il faut qu'elle travaille, qu'elle soit manutentionnaire. En quoi la pratique des mitzvot pourrait être une condition à la générosité naturelle, enfin naturelle en tout cas peut-être on va dire laïcisée, mais malgré tout de tout un chacun. Quoi, c'est une garantie? Parce que, non, c'est pas une garantie, mais disons, la pratique des mitzvot permet de définir notre différence par nos actions, et pas par quelque chose qui est naturel et qui vient de ma naissance. Donc, ni mon intelligence, ni ma taille, ni mon poids, ni quoi que ce soit, juste mes actions. Et donc, ça laisse beaucoup plus de possibilités de transfert, en fait, d'accepter les autres comme égal, parce qu'il agit comme moi. Donc, celui qui accepte de faire Shabbat, je le considère comme mon égal, et donc j'ai des échanges avec lui, je me sens solidaire de lui, parce qu'on est des égaux. Tandis que la générosité qui maintient les différences, en fait, je me place déjà de manière supérieure, et donc j'aide l'autre parce qu'il est limité, le pauvre, comme on aide un handicapé sans vraiment l'aider. Et donc, tout dépend de l'approche que j'ai vers l'autre. Si j'accepte l'autre, j'accepte que l'autre, vis-à-vis, disons pour le dire d'une autre manière, vis-à-vis de Dieu, on est vraiment égaux, à ce moment-là, ma générosité, elle est différente d'une générosité qui viendrait d'une supériorité de ma personne, en fait. Sociale ou personnelle. Et ça ne s'arrange pas? Non. Non. Non, malheureusement non. Disons, j'espère que ça s'arrangera un jour, mais disons de ce que je vois aujourd'hui, ça n'a pas l'air de s'arranger, au contraire. Je pense que c'est une des causes du conflit qui dure et qui perdure avec nos voisins. Et, quel rapport y a-t-il entre les problèmes sociaux et les problèmes parce que ça découle du même racisme, entre guillemets. C'est celui qui pense que on est les meilleurs, les plus intelligents, on a le plus de prix Nobel, on est les plus humains, donc les autres sont pourris en fait, et les autres se comportent mal, nous on se comporte bien. Donc j'ai aucune raison de faire des concessions à celui qui se comporte mal, puisqu'après il va se comporter mal sur plus de territoires. Donc je peux pas. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites vous alors? À l'inverse de ça? À l'inverse de ça, je dis qu'on doit juger que... Je ne dois juger que mon comportement à moi. Et je peux pas me comparer en fait à l'autre. Disons... Si on comprend que je ne peux pas me placer au-dessus de moi-même et d'un autre, et que ça reste toujours asymétrique, c'est toujours de moi. Ce que je vois de l'extérieur, ça vient de moi, c'est ma vision de l'extérieur. Donc je ne peux que agir sur mon comportement et sur ma morale à moi. Et donc je ne peux pas exiger de quelqu'un d'autre d'être moral. Je lui dis, j'accepte d'avoir un accord avec toi que si tu es moral comme moi. Non, parce que moi j'ai ma morale et lui a sa morale. C'est là où on retrouve votre lévinacisme, si on peut Exactement, dire que c'est une obligation a priori que l'on a vis-à-vis d'autrui, quel que soit le comportement d'autrui. Exactement. C'est un commandement finalement qui s'impose à nous. Qui s'impose à nous, mais c'est une manière aussi de... disons que s'impose à nous, ça paraît artificiel. Disons, c'est quelque chose que je ressens fortement. C'est pas symétrique. Je ne peux avoir une demande qu'envers moi-même. Je peux pas. Et donc je dois me comporter bien, pas par rapport à la situation de l'autre, mais par rapport à moi. Sauf qu'il y a quand même après, bon ça c'est, on va dire,
idéal. Après, il y a l'existence et après, il y a la notion de réciprocité. S'il n'y a aucune réciprocité dans une... Je ne parle pas forcément de problèmes géopolitiques, mais en général. S'il n'y a aucune réciprocité, est-ce que là, on n'entre pas dans une impossibilité d'appliquer ce principe transcendant? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de réciprocité. C'est-à-dire, a priori, un sourire répond à un sourire. Donc, normalement, disons de manière rationnelle, a priori, il y a toujours réciprocité. Quand on se comporte bien avec quelqu'un, il se comporte bien envers nous. Mais même sans en arriver là, a priori, les valeurs, ce qui s'appelle arachim en hébreu, il y a toujours des sacrifices à faire pour mes valeurs. Il faut décider ce à quoi j'attache de l'importance. Est-ce que j'attache de l'importance à ce que la société fonctionne de manière la meilleure possible et que les échanges économiques soient les plus fluides, ou bien ce qui est important pour moi, c'est que je me comporte de la meilleure manière. Si j'attache de l'importance à mon comportement et au fait que je me comporte en adéquation avec mes valeurs, à ce moment-là, il y a toujours un prix à payer. Et donc, si ça se trouve, je serai tué par celui que je voudrais aider, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas l'aider. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut tendre la joue, la deuxième joue quand on reçoit une claque, mais disons, il faut être prêt à recevoir une claque. Et cette position-là, effectivement, en Israël, on peut dire qu'elle est relativement minoritaire parce qu'au contraire, les gens sont là, exactement. On est fort, voilà, exactement. Qu'on ne nous embête pas. Oui, alors c'est dû aussi au fait que l'armée soit obligatoire. Il y a, disons, une sorte de bourrage de crâne, pas spécialement négatif, mais disons c'est un choix qui est que la force, ce qu'on ne peut pas résoudre avec la force, on peut le résoudre avec plus de force. C'est une expression en français, en hébreu. C'est pas mal ça. Ce qu'on ne peut pas résoudre avec la force, par la force, on peut le résoudre avec plus de force. Voilà. Et donc, les gens, en fait, utilisent ce principe-là sur la route, dans les magasins, partout. Et je reproche, c'est pas un reproche que je fais aux individus, mais c'est clair que quand on a vécu 3 ans, entre 18 ans et 21 ans, dans un système où on apprend que la force permet de résoudre tous les problèmes, ça reste. Et c'est très difficile de changer, de rejeter un peu ce genre de principe. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup de gens très bien en Israël, mais c'est un mouvement minoritaire. Ça n'empêche pas, dans cette minorité-là, de vous sentir quand même bien ici, à votre aise, dans votre environnement, chez vous, comme j'ai beaucoup entendu dire, on est chez nous, je me sens chez moi, etc. Alors, chez moi, disons, je le ressens... Il y a plusieurs manières d'interpréter. Chez moi, au sens appartenance, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça m'appartient, ce territoire, ce bout de terre m'appartient. Disons, c'est pas ce que je ressens. De manière, on va dire, traditionnelle, on dit la Shema Aretz Mola, en fait, la terre et tout ce qui existe appartient à Dieu. C'est la manière d'exprimer un peu cette idée. Je me sens pas propriétaire d'un endroit. Mais par contre, du fait de ma culture et de l'environnement intellectuel dans lequel je suis et j'ai été éduqué, quand j'habite en Israël, je ne me pose pas la question où je vais être demain. Est-ce que je dois quitter cet endroit ? En général, chez la plupart des juifs, y compris des juifs non religieux, il y a ce sentiment d'être là de manière temporaire, en fait. Pas seulement au niveau de ma vie, mais tous là de manière temporaire, mais au niveau géographique, peut-être qu'il faut bouger. Et je pense qu'il y a beaucoup de juifs français qui se posent la question, est-ce que je dois bouger ? Alors en Israël, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, mais la question se pose. En Israël, du fait de la relation entre le judaïsme et Israël, on se pose beaucoup moins la question en ces termes. Donc, je peux pas dire que... individuellement, je me sens très bien ici.
les groupes desquels je fais partie, disons, ma relation avec ces groupes elle est assez négative. Disons, je ressens assez mal, j'ai assez de mal à accepter les règles et les idées des différents groupes avec lesquels je fais partie, y compris l'État. C'est ça, oui. C'est-à-dire, vous parlez des groupes, vous parlez des collectifs, de voilà, l'État, de l'administration. De l'administration, des groupes religieux, des groupes de tous les groupes desquels je fais partie. Vous avez quand même bien un groupe avec des gens avec qui vous vous entendez pour étudier, par exemple. Oui, alors, mais il y a plusieurs minoritaires, peut-être. Voilà, c'est des électrons libres. Oui, des électrons libres, voilà. c'est ça. Encore que les électrons libres venant de partout ne sont pas forcément compatibles non plus. Exact. Mais disons, c'est sûr que j'ai des amis, et j'ai des amis avec lesquels je suis assez d'accord, y compris non religieux. Mais disons, je me sens pas chez moi, à part le fait de ne pas me poser la question de est-ce que je dois quitter cet endroit. Non, je suis bien ici. En plus du fait que depuis l'âge de 25 ans, j'habite en Israël, donc je me suis habitué un peu à la mentalité. Donc, je peux pas dire que j'ai la même mentalité ou que j'accepte complètement la mentalité, mais je me suis assez habitué pour ne plus accepter ou ne plus me sentir bien en France ou en Europe ou aux États-Unis. Et donc, si déjà, autant rester là. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis votre période française et maintenant, dans votre personnalité, votre manière d'être, votre être, je sais pas. Est-ce que vous diriez que quelque chose a changé du fait que vous soyez ici ? Peut-être que le fait d'être ici, en fait, je me sens plus concerné par ce qui se passe autour de moi, et donc ça m'oblige à me questionner de manière plus violente. En fait, ça m'impose les questions de manière plus violente. Par exemple ? Par exemple, au niveau social, j'ai dû, donc, à l'âge de 25-30 ans, j'ai relu de manière avide Victor Hugo ou d'autres auteurs qui me parlaient à l'époque quand j'étais jeune, mais qui me parlaient beaucoup plus ici. Lire Les Misérables en Israël à 30 ans m'a parlé beaucoup plus que de les lire à 18 ans en France, ou à 15 ans, ou à 20 ans en France. Parce que je me sens, en tant que juif qui a imprégné de la culture juive classique, qui dit qu'ici on est chez soi, entre guillemets, donc ça veut dire qu'ici je me sens plus concerné, et quand je vois certains problèmes, ça me touche plus que quand je vois les mêmes problèmes en France. Je pense que de manière objective, il y a peut-être récemment en France, il y a de nouveaux problèmes, mais disons, si je compare les problèmes que je vois aujourd'hui en Israël, les problèmes que je voyais en France à l'époque, je pense qu'il y en a plus ici. Donc en fait, vous diriez que vous avez une sensibilité plus forte du fait que vous vous sentez davantage responsable de la collectivité aussi. Vous avez une forme de... On peut l'exprimer sous cette forme, mais disons, vous parliez de ma transformation, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est la situation dans laquelle je me trouve en Israël qui m'importe, on va dire, beaucoup plus que la situation équivalente dans laquelle j'aurais été en France, si j'avais été aujourd'hui à âge égal en France, m'ont obligé et m'oblige encore à me poser des questions et à lire et à apprendre et à essayer de comprendre et à être prêt de changer d'opinion. Donc vous avez dit que vous avez entre guillemets viré à gauche. Voilà. Quand même, ça c'est un changement. Voilà. C'est donc ce qui est traduit là. Je pense que si j'avais été resté en France, j'aurais moins viré à gauche. Ouais. J'aurais peut-être moins lu des gens comme Foucault. C'est-à-dire aujourd'hui, je me sens proche de quelqu'un comme Foucault, qui a priori est assez impensable pour un juif français. Donc c'est sûr que ça m'a changé, mais de manière assez indirecte, on va dire. Je sais pas si c'est pas l'endroit qui m'a changé, mais c'est le fait de me sentir plus concerné par ce qui se passe autour de moi, m'a obligé à me positionner et à essayer de comprendre les choses et être prêt à changer. Au niveau de la pratique, alors je reviens au judaïsme, pratique, étude, est-ce qu'il n'y a pas un goût différent ? On parle parfois de la Torah d'Eretz Israël par rapport à la Torah de Chutz La'aretz. Est-ce qu'il
il n'y a pas quand même quelque chose qui change dans cette modalité-là, religieuse, pratique et d'étude? Alors cette question, en fait, ce que vous disiez, que le goût de la Torah est différent en Israël et à l'extérieur d'Israël, en fait, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a un côté mystique auquel, c'est pas que j'adhère pas, mais je comprends pas. Par contre, c'est un fait que la majorité des juifs religieux orthodoxes qui étudient et qui vouent leur vie à l'étude, ils sont en Israël aujourd'hui. Il y en a un peu aux États-Unis, mais beaucoup moins. Les États-Unis, les orthodoxes sont plus bourgeois, entre guillemets, et donc investissent moins. Vous voulez dire qu'il y a plus de gens qui étudient ici? Oui, plus de gens qui étudient et qui se donnent à fond dans l'étude. Oui. Et donc, ce qui fait qu'en potentiel, il y a plus de possibilités d'étudier. Mais là, je parlais de vous, de votre manière dont vous ressentez la chose, y compris la pratique finalement. Est-ce que faire Shabbat ici, c'est pareil? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, il y a quelque chose de différent malgré tout que faire Shabbat en France? Non. Là, vous répondez non. Non. C'est plus facile ici, c'est sûr. Oui. En France, j'ai 2 sœurs qui habitent en France et prennent avec les clés le Shabbat. Mais non, je ressens pas. Je vis mieux mon Shabbat ici que quand je vais en France, parce qu'ici, je prie dans un endroit qui me plaît, avec des gens que j'aime bien. Mais c'est pas lié à Israël. Le Shabbat est quand même aussi dans la collectivité. Quand vous sortez de la synagogue, vous n'êtes pas, comme en France, vous ne retombez pas dans le monde où le Shabbat est... Oui, ici il y a des voitures et... Bon, mais... Et au niveau de l'étude, c'est pareil? Au niveau de l'étude, c'est pareil, même si les gens... Je ne pense pas pouvoir trouver les gens avec lesquels j'étudie en Israël, je ne pense pas pouvoir les retrouver en France. Mais c'est que parce que la majorité des Juifs pratiquants sont en Israël et pas en France et pas aux États-Unis. Donc au total, est-ce que vous diriez qu'il y a une transformation au niveau de Juifs à Hébreux, pour reprendre la thématique qu'on file en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, globalement, être juif, c'est quand même un statut d'exil qui, ici, se transforme, on va dire, se déploie, se développe? Je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a une mutation qui se produit. Là, vous n'adhérez pas à cette thèse du tout? Ça dépend, en fait. De manière empirique, c'est clair que les gens qui ont commencé depuis 2 siècles à peu près, à ressentir une identité juive sans la pratique, ont été obligés de se transformer en Europe, aux États-Unis, un petit peu en Russie. Je m'arrête juste là-dessus parce que c'est très important. Vous dites, il y a un moment donné, que vous datez de 200 ans, 19e siècle, voilà, où les Juifs ont pu se sentir juifs indépendamment de la religion. Avant ce moment, c'était collé. Voilà, Spinoza, il a été excommunié à partir du moment où il a arrêté la pratique religieuse, pas à partir du moment où il a développé ses idées. Donc c'était... il y avait quand même des Juifs qui n'étaient pas vraiment pratiquants, non? Non, mais la pratique, c'est pas quantifiable, mais c'est est-ce que les gens ressentaient leur identité comme la pratique? Personne ne pratique à 100%, mais disons, celui qui ressentait plus son identité comme la pratique religieuse n'était plus juif. Alors peut-être pas tout de suite, il y avait des différences un peu alariques, mais ces enfants... Donc au XIXe siècle se crée une catégorie de juifs qui finalement définissent un judaïsme hors de ce cadre religieux. Et qui se cherchent, et donc il y a eu plusieurs courants. Je pense que quelqu'un comme Dubnov décrit assez bien ces interrogations. Et donc en Israël, ils ont trouvé une manière de définir leur identité de manière nationale. Et donc c'est sûr que cette transformation a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient été religieux il y a 2 siècles et qui sont en Israël, et qui sont moins religieux ou plus du tout religieux, et qui définissent leur identité pas par rapport à la religion, mais par rapport à l'État. Mais à ce moment-là, ils se définissent comme israéliens plus que juifs. Par contre, les juifs pratiquants, qui sont restés pratiquants jusqu'à aujourd'hui, alors, il y en a qui ont intégré le côté nationaliste et national d'Israël, qui sont les nationalistes. Oui, j'allais vous dire, il y a des nationaux religieux. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ces nationaux religieux qui finalement
sont parvenus à faire la jonction, si je puis dire. Honnêtement, je n'ai jamais compris. Disons, ceux avec lesquels j'ai eu la chance de discuter, on arrive toujours à une différence raciste, en fait. Disons, pour essayer un peu de simplifier les choses, il y a Rabbi Yehuda Halevi qui a écrit le Sefer HaKuzari, et Rambam qui a écrit Moreh Nevuchim, le Guide des Égarés. Il faut vous expliquer un petit peu quand même, parce que tout le monde n'est pas au fait forcément de ces deux livres et de ces deux auteurs. Oui. Je vous laisse reprendre pour que vous nous soyez un peu plus explicite sur les deux. Alors, en fait, le Kuzari et... Alors, le Kuzari, donc Rabbi Yehuda Halevi était un auteur du début du Xe siècle ou XIe siècle. Le Rambam Maïmonide est arrivé un peu plus tard, je crois, 100 ou 150 ans après. Donc, Rabbi Yehuda Halevi a écrit un livre de philosophie ou réflexion, on va dire, dans lequel il montre un roi en fait demande à plusieurs personnes de lui montrer l'idéal intellectuel ou le chemin à prendre. Et donc là-bas il y a un philosophe, un juif et d'autres religions. Et disons la manière classique de comprendre le Rabbi Yehuda Halevi dans ce livre, c'est que les juifs, le judaïsme se définit par la naissance, c'est-à-dire par un choix. Dieu a choisi un peuple, a choisi des personnes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on est descendant de ces gens qui ont été choisis par Dieu. Disons, c'est la manière classique de comprendre, parce que il y a des gens aujourd'hui, je connais des gens qui comprennent Rabbi Yehuda Halevi comme ayant amené plusieurs opinions, parce que lui-même pense que toutes les opinions sont légitimes. Bon. Mais disons, la manière classiquement admise de comprendre Rabbi Yehuda Halevi, c'est que être juif, ça veut dire naître juif. Naître juif. Naître juif. Pour le Rambam, être juif, c'est avoir, alors il le décrit à sa manière, un peu post-aristotélicienne, avoir les valeurs juives, avoir la pratique juive, donc c'est se comporter de manière juive. Donc les nationaux religieux aujourd'hui sont obligés de se positionner et de définir leur identité juive comme étant naître juif, et pas être juif. Ouais. Être juif sans se comporter comme un juif. Et bon, il y aurait une naissance et une existence. Enfin, voilà, une naissance, mais qui est pas choisie. C'est-à-dire ça maintient, ça crée un écart, en fait, disons, il y a une hiérarchie. Et pourquoi on ne pourrait pas dire je suis et je fais? Parce que je suis, ça crée immédiatement une hiérarchie, en fait. Et la hiérarchie est explicite chez eux. C'est-à-dire que y a une hiérarchie qui vient du monde grec, entre donc ce qui est inerte, les plantes, les êtres vivants et les hommes. Et donc pour certains, au-dessus des hommes, il y a les juifs. Et dès qu'on définit son judaïsme par naître juif, on est obligé de créer cette hiérarchie. Et disons, je ne dis pas qu'on ne peut pas prouver que c'est faux, mais c'est quelque chose que vous rejetez. Voilà, que je rejette de manière... disons, ça me paraît complètement immoral. Et donc... Donc c'est la pratique qui fait l'homme. Voilà, mais à ce moment-là, comportement. Si on se comporte sans être juif d'une manière juive, on va dire, au sens du comportement, est-ce qu'on serait pour autant juif? Non, mais c'est pas grave. Puisque juif, c'est pas mieux que non-juif. C'est pas grave. Des juifs, c'est celui qui pratique. Donc, si on n'attache plus une supériorité ou une hiérarchie au fait d'être juif, donc c'est une simple définition, une manière de définir de manière plus courte celui qui pratique les mitzvot ou celui qui pense que la pratique des mitzvot c'est important. Donc à la place de ça, de cette phrase longue, je dis être juif. Et c'est tout. Donc ça me permet, disons la seule différence que moi j'ai dans mes rapports avec les autres, quand j'ai des rapports avec un juif et un non-juif, c'est que le juif, je sais que je peux aller prier avec lui, on est 10 juifs, on prie ensemble. Par contre, si je dois faire des affaires,
ça dépend. Il y a des juifs qui sont honnêtes, il y en a qui sont moins. Il y a des non-juifs qui sont honnêtes, il y en a qui sont moins. Cette notion d'élection donc, qui pose problème, est-ce qu'elle ne peut pas être interprétée, comme elle l'est souvent d'ailleurs, sur un mode de la responsabilité supplémentaire, comme un élu finalement politique? Bon, il n'a rien de plus que les autres, simplement il a une responsabilité. Et ça ne touche pas son essence. Donc est-ce qu'on ne peut pas lire cette... Oui, responsabilité, élection. oui, mais supplémentaire, pas, non. C'est sûr que le judaïsme est imprégné, à part la pratique religieuse, imprégné de l'idée de responsabilité. D'ailleurs, une grosse partie de ce qu'on pratique, c'est la responsabilité envers les autres, envers le monde. Mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes expriment cette responsabilité de manière différente. C'est-à-dire, le judaïsme, dès le moment où on accepte que le judaïsme n'est pas prosélyte, c'est-à-dire on accepte qu'on peut être un être humain comme il faut, sans avoir la même responsabilité que moi. Par contre, c'est sûr que je peux voir un non-juif qui se comporte mal, et donc à ce moment-là, je le juge tel quel. Mais cette notion d'élection dont on parle, qui effectivement peut être prise comme une sorte de sentiment de supériorité, mais ça peut aussi, et c'est souvent interprété quand même simplement comme un devoir supplémentaire ou comme quelque chose qui n'a rien à voir avec un état d'être supérieur ou particulier même. Je comprends. Disons, si on enlève le mot supplémentaire, je suis d'accord. Si on enlève l'idée que le judaïsme amène à l'humanité, qui tout de suite, en fait, cette phrase contient déjà un sentiment de supériorité, puisque je prétends posséder ou connaître le message pour l'humanité entière. Et disons, c'est ce qui très facilement peut amener à un sentiment de supériorité qui est négatif et qui en général est utilisé souvent pour écraser les autres. Mais les Juifs ont reçu la Torah, que les autres n'ont pas reçue, même si on leur a proposé. Donc est-ce que ça ne donne pas quelque chose de l'ordre d'une distinction dans l'ensemble? Oui, mais les autres, par rapport à la Torah, oui, cette distinction existe. Mais peut-être qu'une tribu en Amazonie a reçu aussi une autre Torah et elle n'est pas moins bien que la nôtre. Donc c'est sûr que le fait d'avoir reçu la Torah, en fait, ce que vous disiez que les autres, on a proposé aux autres la Torah et ils l'ont refusé, c'est une manière de dire... C'est un midrash, bon. Oui, ce midrash-là, en fait, je le comprends comme une manière de dire que ne crois pas être supérieur parce que tu as la Torah. En fait, tu as accepté la Torah, mais les autres aussi, on leur a proposé la Torah, donc tu n'es pas mieux que les autres. Tu as juste accepté. Mais est-ce que ça veut dire que la Torah, le fait d'avoir accepté la Torah me permet de voir les autres avec arrogance ou de penser posséder quelque chose que les autres ne possèdent pas? C'est déjà une étape en plus. Et disons, ce danger existe beaucoup plus en Israël. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, on est la majorité et on a le pouvoir. Quand on est minoritaire, il n'y a pas de danger à dire à son fils qui se fait casser la figure parce qu'il est plus faible que les autres, à lui dire de toute façon, t'es le meilleur, toi, tu sais que t'es plus intelligent, ou tu sais, parce qu'on sait que c'est pour le consoler, et donc il va pas interpréter ça de manière négative. Il est minoritaire, il se fait écraser dans tous les cas. Donc c'est des messages qui pouvaient passer à l'époque en exil, ou qui peuvent passer encore en exil, ou bien en tout cas si on se voit comme une minorité. Par contre, quand on a le pouvoir, ce genre de phrase est très dangereux parce qu'il est tout de suite interprété comme une supériorité. Et donc, en Israël, et c'est peut-être quelque chose que j'aurais jamais dit en France, si j'étais resté en France, je pense qu'il faut, quand on dit la Torah, c'est ce qu'on amène, c'est ce qu'on a en plus ou on a de différent, c'est vrai, oui, mais comme je disais, il y a d'autres Torotes. Est-ce que vous ne croyez pas au projet messianique tel qu'il est véhiculé par une partie de la tradition? Oui, j'y crois. Le projet messianique, en fait, c'est... Alors ça consisterait en quoi? Ça consiste à avoir l'idée permanente qu'on peut combattre
les problèmes et les mauvais comportements, et on peut essayer de s'améliorer, et on peut toujours arriver à un comportement utopique, mais idéal. Mais ça reste, disons, il faut pas, l'idée qu'il n'y a pas de iouch, il n'y a pas de, la situation est mauvaise, aujourd'hui je suis minoritaire, la population entière vote à droite, par exemple, ou à l'extrême droite, ça ne veut pas dire que je ne dois pas continuer à espérer et à agir pour que la situation s'améliore. Donc c'est un peu comme ça que je comprends l'idée messianique. C'est un travail humain qui est permanent et l'espoir qui doit rester. Ouais. J'entends aussi dans ce que vous dites une fidélité à soi-même, à ce qu'on pense, c'est-à-dire de ne pas... Oui, mais aussi. ça c'est quand même bien partagé chez les Juifs. Oui, oui, c'est vrai aussi. Mais il faut être prêt à changer d'avis. Et ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Je sais pas. Si je Votre savais, femme peut-être? Non, pas d'avis. Non, peut-être que oui, mais disons, si je le savais, j'aurais déjà changé d'avis. C'est-à-dire, on peut remarquer un peu cet état d'esprit dans Rambam, le Guide des Égarés. Je pense que c'est assez fort. L'idée, moi, que j'ai ressenti ou que j'ai pu comprendre ou apprendre du Rambam dans le Guide des Égarés, c'est le fait de devoir de rester ouvert et d'être prêt à changer d'avis si on me convainc, ou si j'arrive à être convaincu, ou si je dois changer d'avis, je dois changer d'avis. Vos enfants, vous en avez, je crois, 4. 4. Ils sont nés donc ici, puisque vous êtes arrivé. Ouais. Sauf le premier, ma femme elle a accouché en France. Bon, ils sont presque tous nés Voilà. là. Est-ce que vous voyez qu'ils sont différents de vous, du fait qu'ils n'ont pas eu ce parcours à l'extérieur, et est-ce qu'ils ont une autre mentalité relativement à cette qualité de Sabra et peut-être de nouvelles formes d'identité israélienne ou hébraïque? Oui, ils sont différents. Ils ont reçu une partie de leurs idées, de leurs connaissances du système scolaire israélien classique, et une partie de la maison. Donc c'est un peu un mélange. Mon grand est devenu Braslav. Ah, il est devenu Braslav. Ouais. Alors il faut expliquer ce que c'est, Braslav, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Braslav, c'est une chassidoute dont le Rebbe, le Rav, est Rav Nachman de Braslav, qui est mort il y a 2 siècles. C'est une des seules chassidoutes dont le Rav est décédé. Il y a peut-être un peu les Chabad et les Lubavitch aujourd'hui, mais c'est discuté encore. Rav Nachman Braslav était assez original. Et donc les Braslav aujourd'hui, il y a plusieurs courants des Braslav, et il y a un des courants qui a été créé par quelqu'un qui aurait trouvé un papier qui a été écrit par Rav Nachman en écrivant cette phrase Na Nachman Meuman, qui est la phrase qu'on voit assez souvent. Qui veut dire qui veut rien dire. Qui est une phrase un peu magique. Bon, c'est le nom de Rav Nachman, mais c'est en coupant les lettres. Ça a créé un mouvement de gens qui se sont rapprochés, qui ont essayé de comprendre un peu plus Rav Nachman. Et même dans ce mouvement-là, il y a plein de courants différents. Rav Nachman, on peut le comprendre vraiment de plein de manières différentes. Disons, ce qui est commun à tous les Braslav, c'est qu'ils sont très peu matérialistes. Ils ne valorisent pas du tout le travail de manière occidentale. Ça, c'est un côté positif, très positif à mes yeux. Il y a d'autres côtés un peu négatifs. Le rapport à la femme n'est pas toujours sain à mes yeux. Mais disons, voilà. Donc mon fils est devenu Braslav. Voilà, donc ça c'est un fils. Et les autres enfants? Les autres enfants, donc j'ai un fils de 18 ans qui est dans une yeshiva où ils font aussi le bac. Un autre fils de 14 ans qui est en première année de la même yeshiva, qui s'appelle Yishuv. J'ai une fille qui est à l'école en Kitae, donc il y a 11 ans. Voilà. Et tout le monde est quand même inscrit dans cette société israélienne. Oui. Parce qu'ici, on ne vit pas en ghetto, chez vous. Ouais. Non. Donc, à un moment donné, est-ce que cette appartenance nationale ne va pas
rentrer progressivement comme Peut-être. dans l'identité aussi. Peut-être. Il y a un moment donné où les choses se transforment à ce niveau-là. Je vous pose la question. Oui, non, c'est possible. Mais disons, j'essaye, en tout cas, de manière rationnelle, de passer le message à mes enfants qu'être israélien, c'est avoir une carte d'identité israélienne. Et après, des fois, il y a des choses qui sont... Il y a un gouvernement qui fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Et il faut adhérer aux bonnes choses et critiquer les mauvaises choses. J'essaye un peu de contrebalancer, on va dire, les messages qu'ils reçoivent de l'extérieur. Qui sont donc ceux qui sont souvent très nationalistes. Que vous disiez tout à l'heure. Voilà, mais d'un autre côté, disons, ça serait un peu contradictoire si j'acceptais pas leur décision et si j'acceptais pas leur volonté de changer, s'ils veulent changer. Disons, mon grand-fils n'a pas fait l'armée, mais si mon deuxième a priori non plus ne va pas faire l'armée, mais s'il choisit de faire l'armée, je peux pas l'en empêcher. Et je voudrais pas l'en empêcher, puisque... Mais finalement, vous n'êtes pas favorable à ce qu'il fasse l'armée. Non, parce que je pense qu'un enfant à 18 ans peut faire d'autres choses bien plus enrichissantes. Et surtout, je pense que ça détruit, entre guillemets, un peu une personne de participer à ce mouvement de la force. Ce qu'on peut pas résoudre par la force, on peut résoudre par plus de force. Et la défense du pays? La défense du pays, d'abord, je pense que on a besoin de se défendre parce qu'on est en guerre, et on est en guerre parce qu'on se comporte d'une certaine manière. Donc je pense que l'équation est mal posée quand on dit on a besoin de défendre le pays. Non, on a besoin de défendre le pays si on veut faire un blocus à Gaza, si on veut garder une population de plusieurs millions de personnes sans statut clairement défini, avec des droits différents des nôtres, parce qu'ils ne sont pas juifs et ils sont arabes. Donc garder les territoires, ni les annexer, ni se retirer. Les annexer en donnant la nationalité israélienne aux habitants. Donc il y a des choix qui sont faits par le gouvernement qui ont pour conséquence d'être dans une situation de guerre. Donc je ne suis pas sûr que le fait d'être militaire, ça aiderait les choses, au contraire. Maintenant, je ne dis pas que si on arrêtait de faire ces choses-là, on serait en paix. Mais à ce moment-là, peut-être que j'envisagerais cette question de manière différente. Alors évidemment, quand vous dites ça ici, souvent on vous taxe de rêveur. Hein, de traître. De traître. De rêveur, ça a été sympa. Non, mes copains me disent que je suis un doux rêveur, mais les autres disent que je suis un traître. Et ça vous fait quoi? Non seulement rien, mais peut-être même ça me renforce dans mes idées, mais je sais que ça ne devrait pas être un argument, mais je sais, je me connais, je sais que quand on me dit que j'ai tort, ça veut dire peut-être que j'ai raison.